Alors maintenant, je vais passer la parole à Michel Rousseau, qui préside le BRGM. Vous imaginez bien que quand on a décidé avec Monsieur le ministre de faire cette soirée, je ne voyais pas comment on ferait une telle discussion sans le Bureau des recherches géologiques et minières, qui est en charge de ces questions-là en France. Et on s'était croisés à plusieurs reprises, nous aussi, dans différents débats ou comités, réunions. Donc Michel est ingénieur général des mines et elle a travaillé beaucoup sur des questions environnementales aussi, hein, pas du tout que sur des questions justement de géodiversité que j'évoquais tout à l'heure. Elle a également dirigé donc l'agence de l'eau Seine-Normandie entre 2011 et 2015, à laquelle on travaille beaucoup aujourd'hui. Vous savez que maintenant, dans les lois de transition écologique et énergétique, en fait, les agences de l'eau sont très concernées par les questions de biodiversité aussi. Donc voilà, donc je vais lui passer la parole maintenant. Voilà, eh bien, je suis contente de pouvoir présenter ce soir le point de vue du BRGM et merci à Monsieur le Ministre de me permettre de le faire. Alors, sur... Ah, voilà. Alors, sur l'approvisionnement en métaux, donc le graphe de gauche, je crois que Guillaume Pitron l'a déjà montré, c'est la nécessité d'avoir de plus en plus de métaux et des métaux de plus en plus variés. Sur celui en haut à droite, vous voyez qu'il y a quand même une certaine compétition entre les filières. Et donc, évidemment, les métaux sont d'autant plus critiques qu'ils sont partagés par plus de filières. Donc, les terres rares sont nécessaires à la fois à l'énergie, à l'automobile, à l'aéronautique. Le cobalt, vous allez le trouver pour l'automobile et pour l'aéronautique, mais pas pour les éoliennes. En bas, vous avez une certaine forme d'intensité matière. Ce ministère fait des calculs sur l'intensité matière des filières énergétiques. Et vous voyez donc que effectivement les énergies renouvelables sont plus intenses en matière que les centrales thermiques. C'est une intensité matière qui est encore très sommaire. C'est juste la quantité de métaux rapportés au kilowattheure produit. Il n'y a pas d'indice qui reflète la criticité ou les risques de rupture. Alors, voilà, ici vous avez la production d'énergie et vous voyez son intensité en métaux, vous voyez les courbes en quelques années, donc on voit bien qu'en termes de quantité, la consommation est exponentielle pour certains métaux, dont les terres rares que vous voyez en violet sur la courbe. On ne voit pas le niobium, on voit assez mal à distance, mais vous pourrez repérer les courbes. Ça, ce sont pour les quantités. Alors, pour la variété, vous voyez là indiqué sur la table de Mendeleïev les métaux qui sont nécessaires à la transition énergétique, avec des pastilles de couleurs variées, suivant qu'on est en stockage de l'énergie, en connectique, économie d'énergie, catalyse, enfin, bon, vous voyez cela. Donc, on voit que la transition énergétique utilise presque toute la table de Mendeleïev. C'est la photographie au jour d'aujourd'hui. Si on fait l'exercice dans 10 ans, dans 15 ans, on aura peut-être une photographie un peu différente parce que les technologies sont évolutives. Mais là, vous voyez donc que tout à l'heure, on a vu qu'en quantité, on avait besoin de beaucoup plus de métaux. Et en variété des métaux, vous voyez, il y a très très peu de métaux qui ne sont pas utilisés aujourd'hui. Mais il faut comprendre que les scénarios sont en constante évolution. Alors, quand on veut développer une politique en termes de ressources minérales, on va penser à l'évolution individuelle des cours des métaux. L'évolution des cours des métaux est assez erratique. Et donc, c'est un sujet quand on veut construire des usines qui coûtent quand même de recyclage, par exemple, qui coûtent assez cher. Ensuite, il faut savoir si les métaux sont stratégiques, s'ils sont critiques. Alors, la notion de criticité est une notion complexe. Ça dépend de la demande, ça dépend des réserves. Et savoir qu'arriver à quantifier des réserves, c'est pas si simple que ça. Du risque géopolitique, de la recyclabilité. Ça explique pourquoi, si vous prenez des listes de métaux critiques, vous pouvez avoir des listes un peu différentes suivant qu'elles sont produites par les Américains, par les Européens ou par tel ou tel cabinet. Bon, vous avez aussi, ça c'est mieux connu, le niveau actuel du recyclage. Et enfin, évidemment, il faut arriver à évaluer l'ensemble du cycle minier et regarder quelles sont les explorations possibles. Alors, la criticité, vous avez ici une carte des métaux qui sont critiques au niveau français. Vous voyez
c'est une carte synthétique au niveau de la France. Il faut prendre ceci avec quand même un tout petit peu de prudence, parce que si on essayait de faire le même graphique, par exemple pour l'automobile, on n'aurait pas la même représentation. Et ce qui rend difficile la définition d'une politique, c'est que la carte des matières critiques, elle va varier de façon assez importante d'un secteur à un autre. Et ça rend le choix des politiques délicat. Alors, ensuite, là, on l'a déjà vu, donc c'est la vision de la criticité, c'est une vision BRGM, McKinsey. Bon, vous avez en rouge les métaux les plus critiques. Vous voyez, cobalt et nickel sont quand même assez critiques. Le lithium, dans cette vision-là, les moyennement. Et vous avez des métaux plus courants, comme le zinc, qui sont considérés comme étant quand même assez préoccupants. Voilà, là, sur la partie recyclage, donc ça a déjà été présenté tout à l'heure, mais je voulais attirer votre attention, donc, que, par exemple, le cobalt et le nickel sont déjà recyclés à plus de 50%. Les spécialistes considèrent qu'on pourrait atteindre, alors peut-être dans une vingtaine d'années, mais des taux de 90% sont envisageables. Pour le lithium, que vous voyez en haut à gauche, il n'est pratiquement pas recyclé, le lithium. Les mêmes spécialistes disent qu'on pourrait atteindre 50% à peu près de recyclabilité pour le lithium. Donc il faudrait faire les analyses, donc j'allais dire métal par métal. Et en bas, vous avez les terres rares, où vous voyez qu'ils sont donc à un taux actuellement de recyclage qui est extrêmement faible. Alors ici, les techniques utilisées dans le domaine de la mine et du recyclage. Le titre est important parce que ce sont les mêmes techniques. Ce que vous ne voyez pas à la gauche du slide, c'est la partie la plus amont. Donc si on est dans le domaine de la mine, on va extraire évidemment des minerais. Si on veut faire du recyclage, on va collecter des déchets. Mais une fois qu'on a fait ça, il faut arriver à extraire le métal de cette matière première et les phases de concassage, broyage, tri, séparation, extraction. En fait, les process industriels se ressemble beaucoup entre un process minier conduit jusqu'à la production du métal et un process de recyclabilité conduit à partir d'un stock de déchets. Donc, ce qu'effectue le BRGM comme d'autres établissements, c'est qu'il exploite des techniques qui avaient été développées pour la mine et qui sont exploitées pour arriver à faire du recyclage. Et les Suédois ont de grosses installations de recyclage, grosses installations industrielles qui servent à la fois à du recyclage et à du traitement de matières d'origine minière. Alors là, quelques présentations qui illustrent la dépendance européenne et française aux métaux et matériaux. Vous avez en haut à gauche le pourcentage de dépendance finalement de l'Europe. Donc vous voyez qu'il y a un certain nombre de métaux où ce pourcentage est à 100%. Et en bas, vous avez le poids de la Chine dans également un certain nombre de ces métaux. Donc on part d'un quasi-monopole à, heureusement, une situation moins inquiétante. Alors, je vais analyser un peu plus le cas chinois. Alors ici, vous avez l'exploration des ressources minérales menée, la production menée sur les territoires. Donc ce que vous avez, par exemple, quand je prends en haut à gauche, quand on voit la Chine représente 95% des terres rares, c'est 95% de la production des terres rares est localisée en Chine. 87% pour l'antimoine, 84% pour le tungstène qui sert surtout dans le domaine de l'aéronautique, 83% pour le gallium. Vous voyez la place de la Chine. Pour d'autres métaux dont on a vu qu'ils étaient importants, par exemple pour la voiture électrique, ce n'est pas majoritairement sur le sol chinois. Le cobalt, vous le retrouvez en République démocratique du Congo, c'est quand même un pays qui, d'un point de vue politique, pose du souci. Vous avez le lithium qui, lui, est au Chili. Donc ça, c'est la partie territoire national. Ici, alors je n'ai pas trouvé de chiffres plus récents, mais vous voyez là la façon dont la Chine a acheté, tout simplement, a pris des positions sur des projets miniers qui se développent hors Chine.
Donc vous voyez l'évolution quand même entre 2004 et 2010, en 6 ans, vous voyez la façon dont la Chine a tout simplement pris des participations ailleurs, et étant donné qu'elle annonce notamment en Afrique des investissements par milliards et milliards de dollars chaque année, si on arrivait à avoir cette même représentation graphique au jour d'aujourd'hui, ça serait certainement tout à fait spectaculaire, hein. Donc l'Afrique, l'Australie, vous voyez déjà quand même la situation, et l'Afrique maintenant doit être peut-être dans une situation assez proche de la situation australienne en 2010. Il faudrait arriver à avoir les informations. Donc évidemment, c'est inquiétant, hein, cette progression chinoise. Et c'est inquiétant parce que la Chine, bien entendu, a une industrie aval de plus en plus puissante. Il suffirait qu'il coupe le robinet pour mettre les industries européennes et américaines dans une situation difficile. Alors, je voudrais quand même dire qu'il y a une industrie minière européenne, elle existe, hein, elle est plus dans les pays nordiques et dans les pays du Sud. Bon, nous avons là un projet, notamment le projet Surfer, qui est financé par l'ADEME, qui a pour objectif d'arriver à calculer les consommations de matières premières minérales et métalliques pour les énergies renouvelables et de faire l'analyse sur l'ensemble du cycle de vie. Je crois que ce projet doit aboutir en 2020 ou 2021. Il sera important pour arriver à avoir des chiffres solides. Mais effectivement, vous voyez déjà que pour l'énergie éolienne, par rapport à une centrale d'énergie fossile, l'énergie éolienne ou le photovoltaïque demande 15 fois plus de béton, on l'a déjà vu, 90 fois plus d'aluminium, 50 fois plus de cuivre. Bon, ce sont des choses qu'on sait, mais on aura des données solides plutôt en 2020-2021. Voilà, alors quel est l'apport possible du BRGM? Alors le BRGM, donc un EPIC de 1000 personnes, c'est le service géologique national. Donc nous avons gardé dans notre passé des capacités en exploration minière amont. C'est une compétence qui est entretenue essentiellement en Afrique sur des crédits de la Banque mondiale. Nous sommes de très bon niveau en tout ce qui concerne l'intelligence minérale, notamment pour déterminer la criticité des matières. En traitement des matériaux primaires, extraits de la mine ou secondaires, donc mine urbaine ou recyclage, nous sommes numéro 2 derrière le CEA en termes de projets de recherche sur l'économie circulaire, mais avec des crédits très, très bas. Nous pouvons travailler sur la partie RSE de l'exploration minière, puisque nous gérons notamment tout l'après-mine français. Et nous sommes également présents en traçabilité. C'est quoi la traçabilité? Par exemple, avec une pépite d'or, on peut savoir si elle est de provenance légale ou illégale. Alors, pour certains métaux, c'est faisable, pour d'autres, ce n'est pas faisable. Alors, je voulais quand même dire, pour conclure cet exposé, que vous avez comme on a une croissance des métaux qui est extrêmement forte, on ne peut pas arriver à assurer l'approvisionnement rien qu'en faisant du recyclage. Même si on recycle à 100%, on ne peut pas puisque la croissance est montante. Mais ma différence peut-être avec Guillaume Pitron, c'est que on peut... Quand on a des mines, on peut les exploiter d'une façon plus ou moins protectrice de l'environnement. J'espère qu'en Suède, qui est un pays minier important, on n'exploite pas les mines de la même façon qu'on les exploite en Chine. De même que quand on construit des usines, soit pour recycler des matières premières, soit à partir de matériaux extraits du sous-sol, on n'est pas obligé non plus de polluer à tout va. On sait construire des usines aujourd'hui avec des systèmes de dépollution tout à fait performants. Donc je crois que nous aurions intérêt à regarder comment l'Occident pourrait réinternaliser tout ceci de façon à ce que ces métaux soient produits de façon la plus écologique possible. Je vous remercie. Merci beaucoup, Michel. Une anecdote sur ces questions de relations vivants-métaux. Quand nous décidons au muséum, il y a maintenant 10 ans, de faire une très grande serre qui est visitable au Jardin des Plantes, dédiée à la Nouvelle-Calédonie. J'avais une question qui m'a lanciné. Est-ce que je mets du nickel dans le sol de ma serre ou pas? Et j'en ai pas mis. Et bien en 3 ans, tous mes arbres étaient rendus au plafond. C'est-à-dire que ces plantes-là, elles adorent ne pas avoir de nickel pour grandir. Mais quand il y a du nickel, il n'y a que elles qui poussent.
vous voyez, il y a cette relation entre le minéral et le vivant. On a des plantes aujourd'hui qui sont super intéressantes en bioremédiation, qui stockent 13% de nickel dans leur sève. La sève est verte. Donc vous voyez que cette relation entre le vivant et le minéral est super intéressante à regarder. Et si aujourd'hui la diversité est si endémique en Calédonie, c'est parce que ces plantes-là n'avaient pas le choix. Elles ont trouvé les astuces qu'il fallait pour s'adapter à un métal qui par ailleurs est super toxique. Donc là, on a énormément à aller chercher dans ces plantes. Vous savez, vous avez un territoire incroyable où il n'y a rien. Des mines des années 1930 ou 40. Et vous avez un petit truc vert gros comme ça, moche, mais génial. Parce que ce truc moche là est capable de décontaminer le nickel. On va terminer maintenant par Olivier, je ne le connaissais pas beaucoup. On a fait connaissance à quelques temps et puis c'était super intéressant. Donc Olivier est directeur de recherche au CNRS à Grenoble. Et il a longtemps dirigé le labo de géodynamique. Il y a une grosse équipe de sciences de la Terre à Grenoble. Il a été chargé de mission aussi pendant un moment au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et il a fait sa thèse en minéralogie à l'École normale supérieure. Merci Gilles, merci Monsieur le Ministre et vos collaborateurs pour avoir organisé cette réunion ce soir sur un sujet qui me semble fascinant d'un point de vue scientifique, mais avec des prolongements évidemment, on va le voir, et des enjeux de société très importants. Donc moi la première question que je me suis posée, c'est qu'est-ce que c'est un métal rare? On parle de métaux rares, on parle de métaux critiques, on parle de métaux stratégiques, enfin il y a toute une espèce de zoologie qui n'est pas forcément claire à bien comprendre. Donc je vais vous présenter ma vision personnelle qui est la suivante. Un métal rare, ça va dépendre d'abord de sa concentration, ou plutôt de ses modalités d'occurrence dans le milieu naturel. Alors on peut parler de concentration moyenne dans la croûte, on peut parler de processus d'enrichissement naturel qui permettent de concentrer ces métaux dans les gisements qui vont être exploités. On peut parler aussi de spéciation, c'est-à-dire la forme sous laquelle est l'élément. Si vous prenez par exemple du magnésium dans l'eau de mer, il n'y en a pas beaucoup, c'est pas très concentré, par contre c'est très facile à récupérer parce que c'est un élément dissous, alors que le même magnésium qui peut être plus concentré dans une roche nécessite de broyer la roche, d'extraire les minéraux, de casser les minéraux pour les séparer en ces éléments constituants. Donc ça, derrière la notion de rareté, il y a aussi évidemment une notion de disponibilité. C'est pas seulement un problème de concentration. Puis il y a aussi des aspects de localisation. Où est-ce qu'on va chercher ces métaux? Évidemment, ça sera plus difficile si on va les chercher au pôle sud que sous nos contrées. Mais ça ne suffit pas. Dans notre acceptation un peu inconsciente, la rareté, ça va aussi, et la disponibilité va dépendre de la technologie qu'on emploie pour extraire ces métaux. Cette technologie change au cours du temps. Le cuivre qu'on extrait aujourd'hui, on ne l'extrait pas comme les Romains extrayaient le cuivre il y a quelques siècles. Donc c'est ce mélange de conditions naturelles, de forme sous laquelle est le métal, pour une technologie donnée qui va permettre de définir ce qu'on appelle des réserves, donc des métaux, un stock de métal que l'on imagine être extractible avec la technologie actuelle et des coûts de production acceptables. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que la notion de rareté nécessite une utilisation. Si on n'utilise pas le métal, on ne va même pas se poser la question est-ce qu'il est rare ou pas. Donc à l'autre bout de la chaîne, on a la demande. Et évidemment, c'est cette conjonction, je dirais, de réserve et de de conditions d'occurrence naturelle, de technologie, mais également de demande qui va définir une disponibilité à un temps T et qui va également définir le prix. Et ça, c'est intéressant parce que si vous replacez dans ce diagramme-là, chaque boîte grise dans ce diagramme représente un métal. En vertical, vous avez le prix du métal au cours du marché actuel. Et puis, en axe horizontal, vous avez la dilution de ce métal. Donc, à droite et en haut, vous avez tous les métaux qui sont réellement rares et à concentration faible dans l'écorce terrestre, le platine, le palladium, l'or, etc. Et puis au bout de la comète, là, en bas à gauche, vous avez des minéraux relativement abondants, le fer, l'aluminium et d'autres oxydes. Et ce qui est intéressant dans cette représentation, c'est que dans une échelle log-log, en fait, on a une droite. Donc ça veut dire que le prix, d'accord, est une fonction puissance de la dilution. Alors ça vous dit peut-être rien, mais c'est simplement l'expression mathématique de la formule, ce qui est rare et cher. D'accord ? Mais il y a une raison très claire pour ça, c'est que si vous faites la même chose, la même figure en remplaçant prix par énergie d'extraction,
vous allez avoir également une droite. Donc ça veut dire que le prix, aux grandes dames de mes collègues économistes qui hurlent quand je leur dis ça, le prix n'est pas seulement un rapport entre la demande et la capacité de production, mais c'est également un indicateur très fort de l'énergie qu'il faut pour aller récupérer ce métal. Et dans le même diagramme, vous pouvez mettre plein de trucs, les antibiotiques, vous pouvez mettre plein de choses et vous aurez la même chose, vous aurez toujours une droite. D'accord. Bon, vous allez comprendre pourquoi je vous parle de tout ça. C'est complètement sorti du chapeau. La dernière chose qu'il faut pour assurer une disponibilité, c'est une infrastructure de production. Si on a toutes les autres conditions qui sont remplies, mais si vous avez une infrastructure de production qui est sous-dimensionnée, eh ben, vous n'arriverez pas à satisfaire la demande. Or, pour augmenter la taille d'une infrastructure de production quand on augmente une demande, eh ben, il faut un investissement. Et si on parle de production primaire de métaux, c'est très capital intensif. Hein. Donc il faut des gros investissements, et pour faire de l'investissement, il faut des bénéfices, et ça va jouer sur le prix. Donc on voit bien sur une image très simple comme ça que la rareté et la disponibilité, ça ne se traduit pas seulement en conditions naturelles et occurrences naturelles et concentration, mais il y a aussi une dimension économique et une dimension technologique qui sont très fortes. Et la demande ici est majeure, ce qui fait qu'on augmente la production, évidemment, c'est une apalissade, mais c'est parce qu'on augmente cette demande. Alors, tout ça dans un contexte qui est un peu anxiogène, hein, où on a vu sur les diapositives précédentes des courbes exponentielles. Hein. Une exponentielle, ça veut dire qu'on tend vers l'infini, donc il y a bien un moment donné ou un autre où il faut que ça s'arrête, mais en tous les cas, on est dans ce contexte-là. Donc il y a un problème congolais qui dit si tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens. Donc ça vaut le coup de regarder un petit peu les évolutions historiques de ces affaires-là. Sur ces 4 diagrammes, vous avez l'évolution de la population mondiale. On va regarder depuis le rouge, hein, donc depuis 1950 jusqu'à 2010. L'évolution du PIB, qui est quand même un indicateur de l'activité humaine et de la richesse de nos sociétés, l'augmentation de l'énergie primaire, donc l'énergie consommée, et complètement à droite en bas, l'augmentation de la consommation de 4 métaux qui ne sont pas considérés comme étant rares, qui ne sont pas considérés comme étant critiques, qui sont plutôt abondants. On va mettre le magnésium, le manganèse un peu à part. Mais et ce que vous voyez très clairement, vous voyez la courbe bleue là qui est en haut, c'est la consommation d'aluminium qui a doublé depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'on a des taux de croissance de l'ordre de 5% par an. Mais il y a bien un moment donné où il va falloir que ça s'arrête, cette affaire-là. Si on continue à produire du cuivre comme on le produit depuis 100 ans, c'est-à-dire avec une augmentation de 3% par an, on couvre la planète entière d'une plaque de cuivre de 1 cm d'épaisseur en 400 ans. Donc évidemment, on n'aura pas besoin de quantité de cuivre tellement élevée. Et il y a un moment donné où ça va s'arrêter. Alors, pour prédire un petit peu l'évolution de la consommation future en métaux, il y a une péréquation qui est très simple. Vous regardez les données historiques des pays qui sont actuellement développés et vous regardez depuis l'après-guerre la consommation d'un métal. Prenons le cuivre par exemple. Et bien, vous vous apercevez que la consommation par habitant augmente très rapidement entre, on va dire, 2000 $ de PIB par habitant et 15 000 $ de PIB par habitant. Quand le niveau de richesse atteint un certain niveau, on observe une saturation. Ça se comprend, hein, on ne peut pas conduire 40 voitures en même temps, on ne peut pas téléphoner avec 10 téléphones en même temps. Donc il y a un moment donné, même si évidemment il y a des nouveaux usages, on est d'accord avec ça, mais il y a un moment donné où la croissance se tasse et c'est bien. C'est souhaitable de ne pas être toujours en croissance. Okay. Donc si on fait ça, pour le cuivre, oh, il y a des petits cafouillis d'images, c'est pas très grave. En haut à gauche, vous avez l'évolution en bleu de la population mondiale, donc on va être 11 milliards d'habitants en 2100, et puis l'évolution hypothétique, enfin quand même assez bien contrainte, du PIB, donc ça c'est des données de la Banque mondiale. Et on considère qu'après 2100, on est stable, on ne bouge plus.
Si vous faites ça, alors je vais vous demander un effort de compréhension de la figure là, qui passe mal. Donc c'est la première figure en haut à droite. Ça, c'est la consommation en millions de tonnes par an de cuivre. La première partie depuis 1900, hein, la courbe noire jusqu'au deuxième point jaune, c'est l'évolution historique. Donc actuellement, on consomme 20 millions de tonnes de cuivre par an au niveau mondial. Et puis après, vous montez le long de cette courbe pointillée jusqu'à arriver au troisième point jaune, 70 millions de tonnes de cuivre par an en 2100. C'est la consommation qu'on attend au niveau mondial. Ça veut dire que d'ici la fin du siècle, on devrait plus que tripler notre consommation annuelle de cuivre. Okay ? Si vous intégrez ça maintenant pour calculer le stock, donc combien de cuivre ça fait en tout, c'est le diagramme du bas. Vous voyez que la première partie, c'est depuis, on va dire, les pyramides, l'or de Toutankhamon, et même encore avant, puisqu'on extrait du cuivre depuis 7000 ans. Donc, depuis 7000 ans jusqu'à aujourd'hui, on a extrait à peu près 800 millions de tonnes de cuivre. D'accord ? Vous arrivez à la première courbe en pointillé et au deuxième point jaune, 2020. D'ici 2030, il faudra en extraire 1 milliard de tonnes. Donc on va extraire dans les 30 prochaines années plus de cuivre qu'on en a extrait depuis l'aube de l'humanité si on suit la croissance actuelle. Pour aller jusqu'à la fin du siècle, il faut en extraire encore 2 milliards de tonnes supplémentaires, c'est les petites flèches rouges. Okay ? Et là, on arrive à 4 milliards de tonnes en tout, qui sont les réserves ultimes qui sont estimées actuellement, alors ça peut changer dans le futur, mais qui sont estimées par l'USGS. Donc on monte, et puis ça n'a pas de fin, ça continue, puisqu'on ne peut pas recycler à 100%, donc ça veut dire qu'à chaque boucle de recyclage, vous avez des pertes, donc même si on n'est pas en croissance, il faut toujours quand même produire du primaire. Et si on cumule tout ça, vous montez le long de la courbe orange, comme ça, jusqu'au plafond. Alors, ça veut dire quoi ? Ça, c'est une image de la mine Kennecott de cuivre qui est située en Utah, aux États-Unis. J'ai pris cette mine parce que c'est une mine historique qui fonctionne depuis un siècle. Ce trou, ça fait 3 km de long, 1 km de large, 1 km de profondeur. Donc, ce n'est pas un petit trou, c'est un très très gros trou. Et en un siècle de production, on a extrait 20 millions de tonnes de cuivre de ce trou. Donc ça représente une année de production actuelle, au niveau mondial. Si on prend en compte le recyclage, il faut 45 trous de ce type-là pour assurer nos besoins en cuivre d'ici 2050. Il en faut 150 jusqu'à la fin du siècle, 275 jusqu'en 2200. Et ça ne s'arrête pas, c'est ainsi de suite. Il n'y a pas de fin, tant qu'on a des pertes de métal, et tant que le recyclage n'est pas à 100%, il va falloir continuer à faire des trous. Alors, bon, je n'essaie pas d'être effrayant, ici, on va modérer tout ça un petit peu plus tard dans les minutes qui vont suivre. Mais... Donc ça, c'est une approche, je dirais, qui est hyper classique. Vous prenez le PIB, vous prenez l'évolution de la population, boum, vous avez un chiffre. Et ça vous... mais en fait, ce n'est pas comme ça que ça se passe, parce qu'il y a 40 ans, évidemment, on n'avait pas les mêmes utilisations du cuivre que l'utilisation qu'on a actuellement. Et il y a deux challenges absolument majeurs qui nous pendent au coin du nez. C'est premièrement la transition énergétique, et c'est le sujet ce soir, donc une transition vers un monde, on va dire, bas carbone. Cette transition, on en a déjà parlé, ça nécessite de bâtir toute une infrastructure. Le problème des énergies renouvelables, si on parle en énergie renouvelable, enfin il y en a deux, c'est l'intermittence, bien sûr, quand il n'y a pas de soleil ou quand il n'y a pas de vent, ça ne marche pas. Mais le deuxième problème qui est plus fondamental, c'est que c'est des énergies extrêmement diluées. Donc si vous voulez récupérer une énergie diluée, il faut une grosse infrastructure. Les éoliennes de 6 MW de puissance actuellement font 170 mètres de haut pour produire, et il faut 700 éoliennes de ce type-là pour produire la même énergie qu'une centrale nucléaire de 1300 MW. Donc vous voyez ce que ça veut dire. C'est très bien, c'est très abondant les énergies renouvelables, mais elles sont extrêmement diluées. Le deuxième challenge, ou la deuxième révolution, c'est l'explosion des technologies de l'information et de la communication, du numérique, intelligence artificielle
et compagnie, parce qu'il y a plein d'autres trucs qui vont avec. Et dans les deux cas, il faut des métaux. Alors dans le premier cas, il ne faut pas seulement des métaux, je dirais, rares ou technologiques ou ce que vous voulez. Il faut aussi beaucoup d'acier. Hein. Une éolienne de 6 MW de hauteur, c'est 1500 tonnes d'acier. Hein, donc c'est pas rien. Il faut beaucoup de cuivre. Voilà. Dans le deuxième cas, c'est plutôt des métaux technologiques. Bon, moi je les appelle comme ça parce qu'ils sont utilisés dans les hautes technologies et beaucoup de cuivre. Alors on prend un exemple très simple. Hein, je voudrais illustrer ça quand même avec quelques chiffres. Si on regarde le stock, si on regarde le secteur automobile. Donc le secteur automobile où vous avez à gauche, là, la première slide, c'est l'évolution du parc automobile au niveau mondial. Actuellement, on a à peu près 1,5 milliard d'automobiles. On devrait monter à 2,5, 2,6 milliards, voire un petit peu plus, hein, c'est la courbe bleue, d'ici 2050, avec une pénétration de véhicules électriques qui va être ce qu'elle va être, mais que d'après le scénario New Policy de l'Agence internationale de l'énergie correspond à la courbe rouge. Eh bien, si vous modélisez ça, vous vous apercevez que sur la figure de droite, il faut 100 millions de tonnes de cuivre qui doit être incorporé uniquement dans les voitures. Hein. Je ne parle pas du fret, du transport de fret, etc. Là, je parle du transport automobile. 100 millions de tonnes. Avec la courbe rouge, c'est les millions de tonnes pour les véhicules électriques, environ 50 millions de tonnes. Mais en fait, il faut produire beaucoup plus que ça, parce que je le répète, la durée de vie d'une voiture, c'est, on va dire, une quinzaine d'années. Donc ça veut dire que si vous recyclez votre cuivre à 40%, ce qui est le taux de recyclage moyen au niveau mondial actuellement, eh ben, il faudra produire, il faudra produire quasiment le double de cuivre. Et ça, c'est donné par la courbe en pointillé. Okay, bon, 200 millions de tonnes. Alors, ça vous dit peut-être pas grand-chose, 200 millions de tonnes, mais si vous gardez en tête la mine Kennecott, hein, voilà, vous rajoutez encore tous ces trous, hein, ce dont on a parlé avant. Alors, on peut parler des batteries, hein, c'est un sujet qui est vraiment d'actualité. Sur le graphique de gauche, maintenant, à la même échelle, vous avez les quantités, vous voyez, en bas à droite, là, lithium, cobalt à produire. En fait, c'est que dalle hein, par rapport au cuivre. On s'excite beaucoup là-dessus et on a des raisons hein, de s'exciter. Mais il faut bien prendre conscience qu'on ne joue pas dans la même cour que dans le cuivre. Le cuivre, c'est 20 millions de tonnes par an. L'aluminium, c'est 90 millions de tonnes par an. L'acier, c'est 1500 millions de tonnes par an. Hein. Donc, quand on parle d'impact, il faut garder ces chiffres en tête. Même si je ne nie pas que la production de ces petits métaux ou de ces métaux technologiques a des impacts. Bref, donc vous voyez l'évolution du nickel. Là, ça, la courbe pointillée, c'est le nickel qu'il faut produire en prenant en compte le recyclage. Ça, c'est pour un scénario New Policy. Mais si vous prenez un scénario pour arriver à 2 degrés, voilà, c'est le point rouge. Donc vous multipliez encore par 2. Hein. Et on peut prendre le scénario qu'on veut. Voilà. Tout ça pour dire, je ne sais pas où je vais exactement là. Donc ça, c'est les réserves actuelles. Voilà. Donc si on transforme ces stocks en consommation annuelle, bon, moi je trouve qu'il faut multiplier la production de nickel par 10 en 30 ans. Alors c'est un peu moins que les chiffres qui ont été cités précédemment, mais multiplier la production de nickel par 10 en 30 ans, no way. Je ne vois absolument pas comment on peut faire ça, moi. Enfin, il faut m'expliquer, sachant qu'une nouvelle exploration, enfin une nouvelle extraction minière, ça demande à peu près une quinzaine ou une vingtaine d'années avant qu'elle soit opérationnelle, des gros investissements. Voilà. Bon, ça c'est la partie métaux, mais après, quand vous touchez à un endroit de la chaîne de l'énergie, évidemment, il va y avoir un impact amont. Si vous avez 700 millions de voitures électriques en 2050, ça correspond à 25 à 30% du parc mondial. Hein, je reste au niveau mondial ici. 10 kWh pour faire 100 km, vous l'utilisez 50 km par jour, ça veut dire que si tout le monde la recharge en même temps, la nuit, il faut délivrer 3,5 TWh. Si vous la rechargez en 10 heures, ça correspond à 220 EPR, 350 000 éoliennes de 4 MW. Voilà. Donc ça, c'est une puissance additionnelle, évidemment. Alors j'y vais à la truelle. Hein. C'est un peu les gens qui sont spécialistes de ces sujets-là vont vous dire oui, mais non. Bon, quand même, il faut rajouter de la puissance, c'est sûr.
Alors, les besoins additionnels dont je parle là, 80 millions de tonnes pour la production d'électricité, 3 millions de tonnes pour le stockage, 5 millions de tonnes pour le transport et la distribution, l'utilisation, 100 millions de tonnes à peu près pour le transport, enfin pour les véhicules personnels. Je reste sur le cuivre ici parce qu'on ne peut pas parler de tous les métaux, mais c'est pour amener un peu la démonstration. Alors là, ça devient vraiment du grand n'importe quoi, la figure. Vous vous souvenez de l'évolution de la consommation dont je parlais tout à l'heure, donc on passe à 20 millions en 2020, on monte à 70 millions de tonnes par an en 2100. La courbe pointillée que vous avez en bas, c'est ce qui correspond à la consommation du secteur de production d'électricité et du secteur de l'automobile. Donc cette courbe pointillée, il faut la rajouter à ce qu'on a estimé avant. C'est ça mon point. C'est qu'en regardant les évolutions historiques, ça ne nous donne pas toute l'histoire. Donc on rajoute ça. Ensuite, vous considérez les besoins additionnels du type technologie de l'information et de la communication. Ça, c'est intéressant. Les assistants domestiques Google, Amazon, actuellement, c'est 38 000 tonnes par an de cuivre. En 2030, selon les estimations qu'on peut faire avec une pénétration qui est raisonnable, c'est 1,5 million de tonnes de cuivre. Bon, si vous voulez un assistant Google chez vous, très bien, mais enfin, ayez ça en tête, quoi. Les véhicules à conduite autonome, les maisons connectées, les villes connectées, les vidéos immersives, il faut du 5G pour ça. Le 5G, ça pareil, ça demande énormément de métaux. Tout ça va ensemble. Quels sont les coûts en énergie et en ressources? Personne n'est capable de le dire actuellement. Personne n'a l'estimation. Mais c'est beaucoup, c'est sûr. Alors évidemment, les constructeurs automobiles, entre autres, s'inquiètent. Tesla a alerté le gouvernement américain il y a quelques semaines sur le risque d'une pénurie en nickel, cobalt, cuivre et graphite. Ça se traduit comment après? Ça se traduit comme ça s'est traduit dans les années 50. Dans les années 50, Truman a fait une commission Pauley pour essayer de sécuriser les approvisionnements des États-Unis en matières premières. Ça s'est traduit par un investissement massif à l'étranger et c'est à ce moment-là que les États-Unis sont passés du statut d'exportateur au statut d'importateur en matières premières. Là, c'est la même chose. La sénatrice Murkowski a présenté, donc, qui est présidente de la commission d'énergie et matières premières au Sénat américain, a présenté son plan d'attaque, le Mineral Security Act, qui vise également à sécuriser ces grosses entreprises. Alors bon, quand on regarde Tesla, moi j'aime bien les Tesla, mais enfin entre 300 et 600 chevaux la voiture, ça monte à 250 km/h et hérésie totale, c'est des voitures qui pèsent plus de 2 tonnes. C'est des voitures électriques qui vont jusqu'à 2,5 tonnes, qui consomment 18 kWh au 100 km à 90 km/h. Donc je ne comprends même pas que Tesla s'étonne de ne pas avoir assez de métaux, quoi. Ils ont quoi dans la tête? Évidemment qu'ils n'auront pas assez de métaux pour fabriquer des voitures de ce type-là. Mais la transition énergétique, c'est peut-être pas le bon chemin. L'Europe produit 1% à peu près des batteries lithium-ion. Et l'Europe investit très fortement dans l'Airbus des batteries. Là, c'est, je ne sais plus, 6 ou 7 milliards d'investissements. La Chine en produit 70%. C'était 66% que tu avais sur ton transparent. Enfin, c'est à peu près 70% de batteries lithium-ion avec une progression énorme des véhicules électriques, plus 60% entre 2017 et 2018. Et comme objectif d'atteindre 20% du marché, donc du stock total de véhicules en 2025, assuré par les véhicules électriques, hybrides, rechargeables et hydrogène. Et là, ils sont malins, à mon avis. Bon, la question, évidemment, c'est d'où viendront ces matières premières? Alors, pour l'Europe, je ne sais pas, mais sûrement pas d'Europe, je ne pense pas. L'Europe consomme actuellement 20% des métaux produits au niveau mondial et en produit 3%. Donc, ça risque d'être dur. Mais prenons le cas chinois qui est intéressant. La Chine, depuis 30 ans, assure son approvisionnement, on en a déjà parlé, et assoit une position dominante sur le long terme, avec une vision complètement intégrée de la chaîne de valeur, pas seulement pour l'énergie, mais d'une chaîne qui part des ressources minérales et qui va jusqu'au produit fini, en passant par les produits semi-finis. Alors la carte complétée, elle est là. En gros, quasiment tous les pays africains
sont concernés par la Chine, où les Chinois a des prises de participation dans l'industrie pétrolière et dans l'industrie de production des métaux. Il n'y a pas, évidemment pas que l'Afrique, hein. On a quelques exemples ailleurs, en Amérique du Sud, en Australie, etc. Les Chinois ont quand même racheté, ça c'est assez fort en chocolat, hein. Ils ont racheté la mine de Mountain Pass, dont tu parlais tout à l'heure, donc mine de terres rares de Californie historique, qui était le premier producteur de terres rares dans les années 80. Donc cette mine a été rachetée et tout le monde a laissé faire. Actuellement, c'est 200 milliards d'échanges commerciaux entre l'Afrique et la Chine, dont 100 milliards, juste pour les matières premières, hein, dont 100 milliards sont réinjectés sous forme d'infrastructures dans la Chine. Donc les Chinois, ils vont sur la Lune aussi. Hein. Alors ça peut paraître la Chine, la Lune, d'accord, mais enfin, ils envoient quand même des missions sur la face cachée de la Lune, éventuellement pour récupérer de l'hélium 3. Donc tout ça fait partie d'une stratégie vraiment... Voilà, bon, je ne vais pas plus loin, on aura peut-être le temps d'en reparler. Alors les autres, c'est qui, hein, puisque je disais les autres, on les sait faire. Ben, entre autres, c'est nous, pays riche qui ne produit pas de métaux primaires ou extrêmement peu. Donc si on ne peut pas jouer sur la production, qu'on veut garder le même niveau de vie, ça va être compliqué. Il faut surtout, à mon avis, travailler sur la demande. Et donc inventer une voie plus frugale qui est basée sur la fonction. C'est-à-dire assurer une fonction plutôt qu'une performance. Moi, quand j'entends quelqu'un qui me dit « mais non, mais ma voiture, moi je veux une voiture qui fait 400 chevaux parce que j'aime bien ça, c'est ma liberté », non. C'est pas sa liberté. La liberté, c'est de passer d'un point A à un point V dans un véhicule personnel. Mais c'est pas de brûler 30 litres au 100 km. Ça, c'est d'un autre temps. Il faut arriver à planifier sur un horizon, si possible, de plus de 10 ans, avec une approche systémique, vraiment en chaîne de valeur, je prenais l'exemple chinois, et non pas en secteur individuel. Parce qu'il y a plein de boucles de rétroaction, et si on touche à un endroit, évidemment, ça a des conséquences à l'autre endroit. Donc il y a une analyse à avoir, une modélisation, et ensuite on y va en bloc. J'ai presque fini, c'est ma dernière slide. Informer les citoyens et les industriels, évidemment, ça c'est Guillaume en a parlé, il faut informer, donner de l'information. Si on veut recueillir l'adhésion des gens, et pas seulement des citoyens, mais aussi des industriels, et puis comprendre et anticiper que l'optimum technico-économique futur, il sera différent de l'optimum actuel. Et je vous montre cette dernière slide, je ne vous explique pas comment on fait parce que je n'ai pas le temps, mais vous voyez la courbe en bas à droite, pardon, la figure en bas à droite, la courbe bleue, c'est le prix réel déflaté du cuivre, donc on enlève l'inflation, depuis 1900 jusqu'à présent. La courbe noire, c'est une courbe qui est modélisée en disant ce qui contrôle, et c'est ce que je vous disais au tout début de l'exposé, ce qui contrôle le prix du cuivre, c'est sa valeur, c'est l'énergie qu'il faut pour le consommer. D'accord ? Donc jusqu'à présent, on a eu une amélioration technologique qui a compensé la baisse de qualité des gisements, parce qu'on va vers des gisements qui sont de moins en moins concentrés. Dans le futur, il est très probable que l'amélioration technologique, au taux de 1% par an, comme on la voit depuis un siècle, ne suffira pas pour compenser la baisse de qualité des gisements. Et dans ce cas-là, on augmente. Alors ce qu'on fait pour le cuivre, on peut le faire pour l'argent. Vous avez le nickel ici. Les seuls métaux pour lesquels on n'a pas de point de rebroussement, ce sont l'aluminium, évidemment, parce que, enfin évidemment non, mais l'aluminium parce qu'on a des gisements de très grande ampleur, hein, des bauxites qui contiennent 30%, il y en a beaucoup, elles ne seront pas épuisées d'ici la fin du siècle, et puis évidemment le fer, le magnésium, enfin tous ces grands métaux qui sont notamment sous forme d'oxyde. Voilà, je m'arrêterai là, désolé d'avoir été un petit peu long. Merci.